Dans ce chapitre, nous allons étudier l'analyse en composantes principales, vue comme méthode exploratoire multidimensionnelle permettant d'étudier une matrice de corrélation. L'analyse en composantes principales est très simple à utiliser en pratique, mais assez délicate à présenter sur un plan théorique. Alors l'idée est la suivante. Les variables d'une matrice de corrélation sont comme des points sur une sphère. Plus les variables sont corrélées, plus les points sont proches sur la sphère. Alors la seule nuance, c'est que dès qu'il y a plus de 3 ou 4 variables, en réalité, ce ne sont pas des points sur une sphère, mais des points sur une hypersphère, c'est-à-dire une sphère dans un espace de dimension supérieure à 3. Mais peu importe, sur le plan du principe, c'est un peu la même chose. Alors, partant de cette propriété, pour pouvoir se représenter graphiquement, géométriquement une matrice de corrélation, il suffirait de dessiner les points sur la sphère et de regarder le dessin. Malheureusement, c'est impossible, et c'est impossible mathématiquement. On ne peut pas représenter sans déformation, sur un plan, des points situés sur une hypersphère. C'est un peu de la même façon qu'on ne peut pas représenter la sphère terrestre sans déformation sur une carte plane. Alors la solution qu'on va utiliser, c'est de cartographier l'hypersphère. On va projeter les points qui sont situés dessus sur un plan, et on regardera le plan, le dessin sera alors facilement interprétable, au prix d'une certaine perte d'information due à la distorsion qu'il y a eu quand on a projeté les points sur le plan. Il y a une infinité de projections possibles. Il va donc falloir trouver quelle est celle qui conduit à la représentation la plus fiable, celle qui conduit au minimum de distorsion par rapport aux positions relatives des points sur l'hypersphère. Il se trouve que cette représentation optimale est obtenue à partir de la projection sur le premier plan principal, et c'est l'analyse en composantes principales qui permet précisément de l'obtenir. Alors voyons cela avec un peu plus de détails. Vous allez voir, c'est un petit peu technique, un petit peu mathématique, mais ça vaut le coup d'essayer de comprendre. Si jamais vous êtes perdu, pas de problème, vous pouvez aller directement aux applications, vous verrez, à ce stade-là, ça sera très facile. Donc on va partir d'une matrice de corrélation 5,5. Il existe une transformation très simple qui permet de passer de ces corrélations, qui correspondent à des niveaux de similitude entre variables, à des distances. En faisant racine de 2 fois 1 moins le coefficient de corrélation entre les deux variables, vous obtenez une distance. Effectivement, quand la corrélation vaut 1, eh bien la distance vaut 0. À l'opposé, quand la corrélation vaut moins 1, la distance vaut racine de 2 fois 2, c'est-à-dire racine de 4 qui est égale à 2. Nous obtenons donc une matrice de distance qui varie de 0 à 2. Quand la distance entre les deux variables est proche de 0, les variables sont très corrélées. Quand la distance est proche de 2, les variables sont très fortement négativement corrélées. La matrice de distance ainsi obtenue à partir de la matrice de corrélation a des propriétés mathématiques assez remarquables, assez extraordinaires. En effet, les 5 points dont les distances sont données par la matrice de distance ne sont pas au hasard dans l'espace. Ils sont positionnés sur une sphère, plus précisément sur une hypersphère d'un espace de dimension supérieure à 3. On a donc une véritable équivalence entre une matrice de corrélation et des points situés sur une hypersphère. Alors ça a une conséquence pratique assez importante. Si l'on pouvait se représenter graphiquement, géométriquement des points sur une hypersphère, alors on verrait la matrice de corrélation et on pourrait la comprendre de façon très intuitive. Malheureusement, ça n'est pas possible. Malheureusement, il est impossible sur un dessin en dimension 2, voire même dans un espace de dimension 3, de représenter de façon fiable des points sur une hypersphère. Une solution va être de projeter les points de l'hypersphère sur un plan. Il va falloir trouver la projection qui distorde le moins possible les distances relatives entre les points, puisque ce sont ces distances qui représentent les coefficients de corrélation. Et c'est précisément ce que va faire l'analyse en composantes principales. Alors à ce sujet, il y a une propriété géométrique très importante à connaître, car elle va nous aider tout à l'heure à interpréter les résultats. Dans quelle situation est-on sûr que les distances entre les points projetés sont similaires aux distances
qui existent entre les points situés sur l'hypersphère. C'est très important à savoir puisque ça va être les distances entre les points projetés qui vont nous permettre d'interpréter les coefficients de corrélation. Alors, quand est-on sûr qu'il n'y a pas de distorsion entre ces distances? Il existe au moins une situation comme ça, c'est la situation où les points situés sur l'hypersphère sont très proches des points projetés. Dans ce cas de figure, il y a peu de changements entre les distances qui existent entre les points sur la sphère et les distances qui existent entre les points projetés. Et une façon de savoir que les points sur la sphère sont très proches des points projetés, c'est d'avoir des points projetés qui sont très proches du cercle qui correspond à l'intersection de l'hypersphère et du premier plan principal. C'est un petit peu compliqué à dire, mais en pratique, le résultat est très simple. Quand vous avez des points sur votre dessin issu de l'analyse en composantes principales, quand vous avez des points qui sont très proches du cercle, qui est l'intersection de l'hypersphère et du plan principal, alors vous pouvez avoir des interprétations fiables sur les coefficients de corrélation sous-jacents. Maintenant que nous avons projeté les points situés sur l'hypersphère sur un plan, nous allons tout simplement regarder le dessin correspondant. Alors, comment peut-on interpréter les positions relatives des variables? Quand nous avons deux points correspondant à deux variables qui sont proches du cercle et qui sont proches l'un de l'autre, alors on peut dire d'une part que les distances entre les points sont une représentation fiable de la corrélation entre les variables, et on peut dire d'autre part que la corrélation entre les variables est importante. Pourquoi cela? Souvenons-nous de notre petite formule, la distance est égale à la racine carrée de 2 fois 1 moins le coefficient de corrélation. Quand la corrélation vaut 1, la distance vaut 0. Donc en contrario, quand nous avons ici une distance qui est faible, alors ça signifie que la corrélation entre les variables est proche de 1. Le cercle issu de notre analyse en composantes principales a un rayon égal à 1. De la sorte, si nous avons deux points tous les deux proches du cercle et diamétralement opposés, alors leur distance est à peu près égale à 2 rayons, c'est-à-dire égale à 2. Et si D est égal à 2, compte tenu de notre petite formule, R est égal à ce moment-là à peu près à moins 1. On peut donc dire que quand on a deux points proches du cercle et diamétralement opposés, alors les variables sous-jacentes sont corrélées négativement. De la même façon, imaginons qu'on ait deux points proches du cercle, mais à 90 degrés par rapport à l'origine. Quelle est la distance qui les sépare? Grâce au théorème de Pythagore, cette distance vaut racine de 2. Et à partir de notre petite formule, si D est voisin de racine de 2, alors R est voisin de 0. On peut donc dire que si deux points sont proches du cercle et font un angle droit avec l'origine, alors les variables sous-jacentes sont non corrélées, c'est-à-dire en première approximation indépendantes. Alors attention aux pièges, attention aux abus d'interprétation. Il suffit qu'un des deux points ne soit pas proche du cercle, a fortiori s'il est proche de l'origine, du centre du cercle, on ne peut plus interpréter la distance qui relie les deux points. En particulier, deux points proches et proches du centre du cercle ne sont pas forcément des variables corrélées. Attention donc, dès que des points sont éloignés de la circonférence du cercle, on ne peut plus interpréter les résultats d'une analyse en composantes principales. Alors voyons tout de suite ce que cela peut donner sur un exemple. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple en pratique qu'en théorie. On définit d'abord notre vecteur de variables quantitatives. Ensuite, on appelle la librairie psi et la fonction MDS-PCA avec le tableau de données qui nous intéresse. On obtient immédiatement la représentation graphique qui correspond à ce que nous avons vu dans les diapositives précédentes. On voit en particulier que les variables gravité et dépression sont proches du bord du cercle et sont très proches l'une de l'autre. On peut donc dire que les deux variables sous-jacentes sont corrélées. De la même façon, l'âge et le nombre d'enfants sont deux points qui sont proches du bord du cercle et les deux points sont proches l'un de l'autre, donc les deux variables sous-jacentes sont elles aussi corrélées. On peut dire par ailleurs que le groupe de variables âge, nombre, enfant est à 90 degrés, est orthogonal par rapport à l'origine au groupe de variables gravité et dépression. Les deux groupes de variables sont donc globalement indépendants. Alors attention aux abus d'interprétation, comme on l'a vu,
Les deux variables dépendance à la récompense et schizophrénie sont proches l'une de l'autre, mais comme elles sont proches du centre du cercle, on ne peut faire aucune interprétation sur les corrélations. Alors bien entendu, tout cela est un petit peu délicat. Jusqu'à quel point peut-on dire que deux points variables sont proches ou éloignés? Jusqu'à quel point peut-on dire que deux points variables sont proches du bord du cercle? Il y a toujours une marge d'interprétation, mais encore une fois, ça n'est pas très grave. Il s'agit d'une méthode exploratoire multidimensionnelle. Il ne s'agit pas de faire des inférences très solides comme on l'a fait avec des tests d'hypothèse. Alors on remarque en haut à droite du graphique des pourcentages de variance expliquée relatifs à l'axe des X et l'axe des Y. À quoi cela correspond-il? Si vous faites la somme de ces deux valeurs, ici 23% plus 17% égale 40%, vous avez en gros le pourcentage de variance qui était contenu dans la matrice de corrélation et qui est représenté sur votre graphique. Souvent on interprète ça comme le pourcentage d'informations que l'on a pu capturer lors de l'analyse en composantes principales, ici à peu près la moitié de l'information. Ça donne un ordre de grandeur de ce que l'on a pu perdre lors de la projection, mais ça n'est qu'un ordre de grandeur. Alors à ce stade, il reste à répondre à une question importante. Combien de variables peut-on mettre dans une analyse en composantes principales? En théorie, vous pouvez mettre autant de variables que vous voulez. Et naturellement, vous aurez envie d'en mettre beaucoup, puisque l'intérêt c'est d'avoir une représentation globale des corrélations entre les variables. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que plus vous mettez de variables, plus les points vont se rassembler autour de l'origine, et donc moins vous serez en mesure d'interpréter les résultats. Certains appellent ça la malédiction dimensionnelle. L'analyse en composantes principales est censée être une méthode exploratoire multidimensionnelle, mais quand il y a beaucoup de dimensions, les représentations graphiques ne sont pas tellement utilisables. Alors, une règle un petit peu rapide consiste à dire que en dessous de 10-12 variables, une ACP fonctionne assez bien. Au-delà de 12 et 15, en général, les points sont trop proches du centre et on a du mal à avoir des interprétations qui sont fiables. Il y a des méthodes dérivées de l'analyse en composantes principales qui permettent d'obtenir des représentations de meilleure qualité de la matrice de corrélation. Il s'agit par exemple de la méthode dite de représentation sphérique d'une matrice de corrélation. Le résultat est assez esthétique, c'est aussi très facile à réaliser avec R. Dans la librairie Psi, vous pouvez utiliser la fonction SPHPCA de votre jeu de données en sélectionnant les variables adéquates. Ici, au lieu de projeter les points de l'hypersphère sur un plan, on a projeté ces points de l'hypersphère sur une sphère en dimension 3, représentée sur un plan en dimension 2. Les résultats s'interprètent exactement de la même façon que l'analyse en composantes principales. Alors, ici nous avons des points en face de nous et des points par projection sur la face arrière de la sphère. Pour avoir un dessin plus facilement interprétable, on peut faire tourner la sphère sur un axe vertical de 55 degrés et nous obtenons ici des points qui sont tous en face de nous. Nous voyons que les variables âge et nombre d'enfants sont fortement corrélées. Nous voyons que les variables gravité et dépression sont elles aussi corrélées et sont à 90 degrés des variables âge et enfant, donc les deux groupes de variables sont à peu près indépendantes. Et nous voyons que la variable recherche de sensation est à l'opposé par rapport au groupe de variables âge et nombre d'enfants. Ces deux groupes de variables sont a priori corrélés négativement. Alors la qualité de la représentation est meilleure que celle d'une analyse en composantes principales. Ça a été prouvé mathématiquement à l'aide de simulations. Néanmoins, ici, il nous manque une information, c'est la qualité de représentation de chacun des points. On ne sait pas en effet s'ils sont proches du bord du cercle ou s'ils sont plus éloignés. Pour pallier ce problème, vous pouvez recourir à une autre méthode qui s'appelle l'analyse en composantes principales focalisée. Cette méthode est en outre particulièrement adaptée aux situations où vous avez une variable à expliquer et des variables explicatives. Dans R, la syntaxe est aussi très facile à utiliser. Il s'agit de la fonction FPCA de la librairie Psi. Vous spécifiez le jeu de données, la variable à expliquer, puis les variables explicatives. Ici, nous avons utilisé l'instruction partial égale non parce que les résultats sont plus facilement interprétables. Alors, voyons comment interpréter les résultats que nous obtenons. Nous retrouvons un cercle, mais maintenant, au centre du cercle, nous avons la variable à expliquer
ici la variable gravité de la symptomatologie psychiatrique du détenu. Avec ce type d'analyse, nous pouvons interpréter très précisément les relations qu'il existe entre les variables explicatives et la variable à expliquer. Par exemple, entre la variable dépression et la variable gravité, la corrélation est égale à 0,4 parce que c'est sur le cercle qui correspond à R égale 0,4. On peut dire par ailleurs que cette corrélation est statistiquement significative au seuil de 5% parce que la variable dépression est à l'intérieur du cercle rouge qui correspond à la limite de significativité des corrélations au seuil de 5%. Par ailleurs, la variable dépression est symbolisée par un point vert, ce qui correspond à une corrélation positive entre gravité et dépression. Si le point était de couleur orange, alors la corrélation serait négative. Avec l'analyse en composantes principales focalisées, nous venons de voir que l'on peut interpréter très précisément les relations, les corrélations entre les variables explicatives et la variable à expliquer. On peut par ailleurs interpréter, ce coup-ci avec une certaine marge d'erreur, les relations, les corrélations entre les variables explicatives. Par exemple, nous avons des points variables dépression, schizophrénie, évitement du danger, dépendance à la récompense qui sont proches les uns des autres, donc ces variables explicatives sont vraisemblablement corrélées les unes avec les autres. De la même façon, les variables âge et nombre d'enfants sont proches les unes des autres, elles sont donc corrélées. On remarque au passage que âge est à l'intérieur du cercle rouge, donc l'âge doit être statistiquement significativement associé à la gravité, alors que la variable nombre d'enfants est en deçà du cercle rouge, et donc le nombre d'enfants n'est vraisemblablement pas statistiquement corrélé à la gravité de la symptomatologie psychiatrique du détenu. Nous avons deux paquets de variables explicatives, âge, nombre d'enfants d'un côté, dépression, schizophrénie, évitement du danger, dépendance à la récompense de l'autre. Ces deux paquets sont à peu près à 90 degrés. On peut donc imaginer que les deux paquets de variables sont statistiquement indépendants. De la même façon, la variable recherche de sensation est à peu près diamétralement opposée au paquet de variables âge et nombre d'enfants. Ces deux groupes de variables sont donc corrélés négativement. Ce type de représentation est particulièrement adapté au cas où vous pensez réaliser une régression linéaire multiple ou une régression logistique. On retrouve d'un côté la variable à expliquer, de l'autre les variables explicatives. Vous avez une estimation assez précise des relations entre la variable expliquée et les variables explicatives, avec en plus l'existence d'une relation significative au seuil de 5%, et puis par ailleurs, vous avez en plus une représentation approximative des patterns de corrélation entre les variables explicatives. Nous venons d'aborder une famille de méthodes graphiques permettant de représenter une matrice de corrélation. Ces méthodes dérivées de l'analyse en composantes principales ont pour intérêt de proposer des représentations graphiques extrêmement simples à lire. Elles ont comme inconvénient une certaine marge d'incertitude dans la qualité de cette représentation. Il peut y avoir des erreurs d'interprétation, il faut donc être prudent. Je vous propose de reprendre toutes les syntaxes, de les relancer et de vous challenger dans la lecture des différents graphiques.